Posez vos pieds bien à plat sur le sol, assis dans le fond de votre siège, votre colonne vertébrale bien alignée et soutenue par le dossier. Posez vos mains sur vos cuisses. Ressentez le poids de vos mains, les points de contact. Concentrez-vous sur le poids de vos pieds sur le sol, le contact avec vos chaussettes, la texture du tissu ou la semelle des chaussures. Prenez une grande inspiration par le nez et laissez sortir l'air par la bouche. Vous sentez que cette respiration vous fait entrer plus profondément dans votre fauteuil. Vos jambes se relâchent, vos épaules aussi. Vous prenez une nouvelle grande inspiration par le nez et laissez l'air sortir par la bouche. Si vous sentez un bâillement venir, laissez-le s'exprimer. Vous sentez que votre ventre se détend, vous vous imaginez dans un endroit que vous aimez, en sécurité. La bouffée de plaisir, Vous voyez ce qui vous entoure avec le plongeon. C'est l'impression que cela avait toujours fait lorsque, avec un petit grincement des gonds, qu'elle entendait encore, elle ouvrait d'un coup les porte-fenêtres à Bourtonne et plongeait dans l'air du dehors. Que l'air était frais, qu'il était calme, plus immobile qu'aujourd'hui, bien sûr, en début de matinée, comme une vague qui claque, comme le baiser d'une vague, vif, piquant, mais en même temps, enfin, pour la jeune fille de 18 ans qu'elle était alors, solennel. Pour elle qui avait le sentiment, debout devant la porte-fenêtre grande ouverte, que quelque chose de terrible était sur le point de survenir. Elle qui regardait les fleurs, les arbres, avec la fumée qui s'en dégageait en spirale, et les corneilles qui s'élevaient, qui retombaient. Restant là à regarder, jusqu'au moment où Peter Walsh avait dit « songeuse au milieu des légumes ?» Était-ce bien cela ou n'était-ce pas plutôt « je préfère les humains aux choux-fleurs » Il avait dû dire cela un matin au petit déjeuner, alors qu'elle était sortie sur la terrasse. Peter Walsh. Il allait rentrer des Indes un jour ou l'autre, en juin ou en juillet, elle ne savait plus exactement, car ses lettres étaient d'un ennuyeux. C'est ce qu'il disait qu'on retenait. Ses yeux, son couteau de poche, son sourire, son air bougon. Et puis, alors que des milliers de choses avaient disparu à jamais, c'est tellement bizarre, une phrase comme celle-ci à propos de choux. Que voyez-vous ? Je vois ma mère. Elle lit un texte étrange. Je comprends pas tout. Comme quand j'étais enfant et qu'elle me racontait des histoires. Vous savez, ma mère est actrice. Alors, c'est étrange d'entendre la voix de sa mère raconter des histoires aux autres, au hasard d'un allumage de radio dans la cuisine. Mais c'est sa voix d'il y a longtemps. Pourtant, je la reconnais d'un coup. Ça me fait bizarre, je vois ses films et je la reconnais. Même si je ne l'ai jamais connue à cette période de sa vie. Le fait qu'on ait des films de toutes nos vies, est-ce que ça nous aide à faire les deuils ? En tout cas, ça nous rend rien. Ça nous envoie des fantômes dans le cerveau plutôt que d'y laisser les odeurs, les chaleurs. J'imagine que c'est mieux comme ça, sinon ils ne l'auraient pas inventé. Mais là, tout de suite, ça ne me sert à rien d'entendre sa voix, sinon à me rendre compte que je ne suis pas prête à la perdre. À accepter son coma, à accepter que la médecine échoue. Si la médecine échoue et que la mère n'est pas éternelle, est-ce que c'est tenable ? Sur quoi on marche ? Il est où notre sol ? Je ne suis pas prête.
Replongez-vous dans votre vision. Retrouvez votre mère qui vous lit une histoire. Ressentez la détente que ça vous apporte. Ça vous appartient quoi qu'il advienne. C'est en vous. C'est vous qui avez ressenti ces émotions. C'est votre part du moment. Elle peuple votre musée intérieur. Quoi qu'il advienne, ça vous appartient. Car ils pouvaient bien se trouver séparés, Peter et elle, pendant des centaines d'années. Elle n'écrivait jamais, et ses lettres à lui étaient mortelles. Mais cela pouvait lui tomber dessus tout d'un coup. S'il était avec moi, là, en ce moment, qu'est-ce qu'il dirait ? Tel moment, tel spectacle le faisait surgir devant elle, sans trace de la vieille amertume. C'était peut-être cela la récompense d'avoir aimé les gens. Par une belle matinée, au beau milieu de St. James Park, il ressurgissait. Oui, vraiment. Mais si belle que soit la journée, et les arbres, et l'herbe, et la petite fille en rose, Peter ne voyait jamais rien de tout cela. Cela avait-il la moindre importance, se demandait-elle en se dirigeant vers Bond Street. Cela avait-il la moindre importance qu'elle dut un jour, inévitablement, cesser d'exister pour de bon? Le fait que tout ceci continuerait sans elle, en souffrait-elle? Ou n'était-ce pas plutôt une pensée consolante de se dire que la mort était la fin des fins, mais que, pourtant, en un sens, dans les rues de Londres, dans le flux et le reflux, ici et là, elle survivrait. Peter survivrait, ils vivraient l'un dans l'autre. Elle survivrait, elle en était convaincue, dans les arbres de chez elle, dans la maison, si laide, si délabrée qu'elle fût, dans des gens qu'elle n'avait jamais connus. Elle s'étendrait comme une brume entre les gens qu'elle connaissait le mieux, qui la soulèveraient sur leurs branches comme elle avait vu les arbres soulever la brume. Mais cela s'étendait loin, si loin. Sa vie, elle-même. À quoi rêvait-elle tout en regardant la vitrine de Hatchard? Que s'efforçait-elle de retrouver? Quelle image d'une aube blanche à la campagne, tandis qu'elle lisait dans le livre grand ouvert « Ne crains plus la chaleur du soleil, ni les fureurs de l'hiver déchaîné. » Cette épreuve que le monde venait de connaître avait fait sourdre en eux tous, hommes et femmes, une fontaine de larmes, des larmes et des chagrins, du courage et de l'endurance, une attitude digne et stoïque. Sylvain, t'es content de ta boîte à rythme? Écoute, oui, je suis très content. C'est ça? Elle est toute petite, hein. C'est incroyable. Ouais, et en plus, il y a plein de sons. Bon, mon préféré, c'est celui-là. Il faut le garder pour la pièce de Laura si elle veut mettre des pistolets laser. Ouais. Non, des pistolets laser pour Mrs. Dalloway, des Virginia Woolf. Non, c'est vrai que c'est pas gagné. Non, c'est plus gagné. D'accord. Alors, je fais quelques réglages. Ok, Moi, je suis prête. je suis prête. Ok. 1, 2, 3, 4. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. En fait, je suis un peu déçue parce que je pensais que le ukulélé c'était très facile. Et en fait, ça demande pas mal de travail pour que les doigts se connectent avec le cerveau. Mais rassure-toi parce que ça décale un peu. Ouais. C'est sympa. Ça te Ouais, plaît? Oui, oui, vraiment, ça rend très bien. Si ça te plaît, je m'accroche alors. On reprend. Allez. Ok. Et 1, 2, 3, 4.
répète, je travaille et ce sera fluide. Pas de souci. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien de jouer du piano tous les jours. Je sais pas, ça me détend. Je sens que le temps passe plus vite, j'oublie tout. Vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Bah, j'ai pensé, Maya, si t'as du mal avec le ukulélé, Oui. bah, tu peux prendre des percussions. Ah oui? Non, les percussions, c'est encore pire. Et pourtant, c'est dommage parce que j'ai lu que c'est ce qui faisait le plus de bien à faire en collectif. Pourquoi? Parce que les cerveaux se mettent au diapason et après, on serait plus sensible, plus humain. Ah ouais. Bah, j'aurais pensé que c'était plutôt la danse. La danse? C'est vrai que ça aurait pu être la danse. Mais j'avais oublié la danse. Comment elle va, ta maman? Toujours dans le coma, stationnaire. On comprend toujours pas ce qui lui arrive. Des fleurs, il y en avait. Des delphiniums, des pois de senteur, des branches entières de lilas et des œillets, des brassées d'œillets. Il y avait des roses, il y avait des iris, oh oui, et elle inhalait la douce odeur de jardin mêlée de terre, tout en restant à parler avec Miss Pym, qui se devait de l'aider et qui appréciait sa bonté, car elle avait montré de la bonté jadis, beaucoup de bonté. Mais elle faisait plus vieux cette année, à la regarder tourner la tête de ci, de là, au milieu des iris et des roses et des lilas qui se balançaient, les yeux mi-clos, humants, après le tumulte de la rue, les odeurs délicieuses, la fraîcheur exquise. Puis, elle ouvrit les yeux. Qu'elles étaient fraîches, les roses, comme du linge tuyauté tout propre, rentrant de la blanchisserie dans des corbeilles d'osier, et sombres et soignées, les œillets rouges qui redressaient la tête, et tous les pois de senteur s'étalant dans leurs vases, veinés de violet, d'un blanc de neige pâle, comme si c'était le soir, et que des jeunes filles en robe de mousseline étaient venues cueillir les pois de senteur et les roses à la fin de la superbe journée d'été, avec son ciel bleu nuit, ses delphiniums, ses œillets, ses arômes, que c'était le moment où toutes les fleurs, les roses, les œillets, les iris, les lilas, luisent d'un doux éclat, où chaque fleur semble brûler de ses propres feux, avec douceur, avec pureté, au milieu des massifs embrumés. Et comme elle aimait les papillons de nuit, gris pâle, qui tourbillonnaient en tous sens au-dessus de l'héliotrope, au-dessus des primes verts du soir. Oui, je suis sortie hier soir. J'en étais à mon 3e whisky dans mon canapé et je me suis souvenue de la conversation sur ce qui faisait du bien, la danse. Je me suis habillée et j'étais en boîte. J'étais prise par la musique, j'ai dansé jusqu'au petit matin. Je crois même que j'ai fermé la boîte. J'ai fini à la terrasse d'un café à regarder mon écran de téléphone en remuant le sucre dans mon café. Je me suis sentie vivante. Mon corps était fourbu, j'avais mal aux pieds. Tout mon corps me disait qu'il était vivant. J'ai repensé à mon grand-père. Tant que tu as mal quelque part au réveil, c'est que tu es vivant. J'avais mal partout, j'étais vivante. Mon chagrin n'avait plus de place. J'ai pris un taxi
et je suis rentrée. J'ai dormi toute la journée avec mon téléphone allumé à côté de moi, mais rien. Pas un coup de fil de l'hôpital. En fait, je pourrais ne pas exister, ça ne changerait rien. Ces réfugiés qui fuient leur pays reconstruisent leur vie dans des territoires encore épargnés, mais les changements s'y révèlent trop rapides et ils doivent poursuivre leur route. L'augmentation de la concentration des habitants sur de nouveaux territoires augmente la production de gaz à effet de serre et amplifie les désordres écologiques. Bref, nous sommes face à une situation Le cerveau, avec la moelle épinière, constitue le système nerveux central, capable de coordonner toutes les informations, de contrôler la motricité et d'assurer les fonctions cognitives. Les connexions de notre cerveau sont dynamiques et évoluent constamment pour s'adapter à nos apprentissages de vie, à nos expériences. Le cerveau centralise toutes les fonctions de l'organisme et chaque zone collabore aux différentes tâches. Même si une zone est endommagée, une autre zone peut venir compenser et prendre le relais. Un peu à l'image de la société, chaque partie joue son rôle, mais peut aussi venir au secours d'une partie fragilisée. Le cerveau est ainsi capable d'évoluer constamment pour s'adapter à ce que la vie propose. Bon, même si nous ne connaissons pas encore toute l'étendue des capacités de résilience du cerveau, nous savons maintenant que chaque zone collabore aux différentes tâches et que nous produisons des neurones tout au long de notre vie. Seule votre maman sait ce dont son cerveau est capable. Soudain, comme un train qui sort d'un tunnel, l'avion surgit à nouveau des nuages. Le bruit perçant le tympan de tous les gens assemblés sur le Mall, dans Green Park, à Piccadilly, dans Regent Street, dans Regent's Park. Et la traînée de fumée dessina des arabesques dans son sillage. Puis, l'avion piqua du nez, se redressa et traça une lettre après l'autre. Mais quels mots écrivait-il donc ? Lucrezia Warren Smith, assise aux côtés de son mari dans la grande allée de Regent's Park, regarda le ciel. « Regarde, Septimus, regarde !» s'écria-t-elle, car le docteur Holmes lui avait dit de faire son possible pour que son mari, qui n'avait rien d'inquiétant mais qui ne se sentait pas très en forme, s'intéresse à autre chose qu'à lui-même. Et voilà, se dit Septimus en regardant le ciel, ils me font des signaux. Enfin, pas vraiment avec des mots, enfin pas dans une langue qui sache déchiffrer, mais c'était bien assez évident. Cette beauté, cette exquise beauté. Et les larmes lui vinrent aux yeux, tandis qu'il regardait les mots de fumée s'effacer et se fondre dans le ciel, et lui dispenser leur charité
inépuisables et leur bonté rieuse. Une forme succédant à une autre, d'une beauté inimaginable, et lui signalant leur intention de lui prodiguer pour rien, pour toujours, simplement parce qu'il les regardait, de la beauté, toujours davantage de beauté. Les larmes coulaient le long de ses joues. L'excitation de voir les ormes monter et descendre, leurs feuilles illuminées et la couleur passant du fluide à l'épais, du bleu au vert d'un creux de vague, comme des plumées sur la tête des chevaux, des plumes sur la tête des femmes, tant ils montaient et descendaient avec fierté, avec majesté. Oui, cette excitation l'aurait rendu fou. Mais il ne voulait pas devenir fou. Il allait fermer les yeux. Il ne verrait plus rien. Mais ils firent signe. Les feuilles étaient vivantes. Les arbres étaient vivants. Et les feuilles, reliées par des millions de fibres à son corps sur le banc, l'éventaient de haut en bas. Quand la branche s'étirait, il en faisait autant. Lucrezia fronça les sourcils. Elle tapa du pied. Il fallait qu'elle aille lui dire, qu'elle aille le retrouver sur sa chaise verte sous l'arbre, assis là à se parler tout seul, ou à parler à ce type mort, Evans, qu'elle n'avait vu qu'une seule fois, quelques instants dans la boutique. Bon, un type gentil, pas bavard, un grand ami de Septimus, et il s'était fait tuer à la guerre. Mais ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Tout le monde a des amis qui se sont fait tuer à la guerre. Mais Septimus, lui, se laissait aller à ruminer toutes ces choses horribles, comme elle aurait pu le faire aussi si elle l'avait voulu. Il était devenu de plus en plus bizarre. Il disait qu'il entendait des gens parler derrière les murs de la chambre. Il voyait aussi des choses. Laura, tu veux qu'on chante quoi? J'aimerais bien Cambodia. De Kim Wilde? Ouais. Sylvain, tu l'as? Oui. Vous êtes prête? Ouais. Et...
c'est pas gay, je savais pas. Bof. C'est la chanson que j'ai tout le temps dans la tête en ce moment. Ben, je sais pas. Dans le doute, je lui chante des chansons. En caressant ses mains, en rythme. Ouais, j'ai lu que la musique, c'était bon pour le cerveau. Surtout le rythme. Ouais, on tâtonne. Tant qu'elle se réveille pas, on sait pas, alors je chante. Comme ça, j'ai l'impression de faire quelque chose pour aider. Ouais. Une fois réveillée, je la laisserai plus me dire qu'elle a la flemme. Ouais, et que le yoga, c'est plus pour elle. Mais si elle peut, bien sûr. Oui. Bah, si j'avais plus insisté, on n'en serait peut-être pas là. Non, maintenant, je hais la politesse, respecter les vieux, ne pas les contrarier. En fait, j'aurais dû m'engueuler avec elle. Non, c'était juste reculer pour mieux sauter. Ouais, j'aurais dû crier un grand coup et elle m'aurait peut-être écouté. Oui. Oui, t'as raison, papa. Je sais, oui. Elle a toujours été têtue. Oui. On est tous comme ça. Hein. À croire qu'on a raison parce que notre cerveau, il trouve son intérêt immédiat. Ouais, on n'arrive pas à se méfier de lui. C'est bizarre, hein, alors que c'est lui qui nous tend des pièges. Ouais, on revendique nos QI, nos réussites, mais on oublie de mettre au bilan les fiascos. Ouais. Le cerveau, on en est fier, mais on oublie que c'est lui qui fait tout foirer. Oui, mais dans ce cas, certainement, tout ce que j'aurais gagné, c'est qu'on se serait fâché. N'empêche, là, je suis comme une conne avec mes remords. Le jour où j'aurai des enfants, je laisserai rien glisser par diplomatie. Ouais. Ça m'occupera. Ce sera sportif. Non, je reste pas seule, t'inquiète pas. Je vois des amis, on prend soin de nous. Oui. Non, j'ai arrêté. Difficile de continuer à fumer quand tu sais que c'est ça qui l'a amené là. Oui, pas que. Mais bon, ça n'a pas aidé. Oui, comme pour l'instant on ne trouve aucune autre raison.
On est bien là. Je vous aime. Nous aussi, on t'aime. Je leur ai dit que je les aime. Mais en même temps, j'étais le film. Je sais pas ce que j'aimais le plus. Être avec eux, sur le canapé, entendre leur respiration et réaction au film, ou avoir disparu dans le film. J'étais le personnage de chaque plan. Le livreur à vélo, la femme qui ouvrait sa porte, la jeune fille qui trouvait l'homme beau. J'étais même le chat sur les genoux. Et la chaleur des genoux. Je me dispersais dans l'atmosphère. J'étais un fragment de tout. Tout était moi, j'avais plus de frontières. Je me suis levée prendre du chocolat. C'était trop pour moi, il fallait que ça s'arrête. Je me sentais comme un amas de cellules poreuses. J'ai lu qu'on était un amas de cellules, que si je vous touche, nous échangeons des cellules. Je repars avec des poussières de vous et réciproquement. Est-ce que c'est pour ça qu'on a les gens qu'on aime dans la peau? Est-ce que leurs cellules réclament d'être en contact avec leur souche? C'est ça le manque. Cette sensation qui attaque le ventre. Vous vous rappelez le lac ? Dit-elle d'une voix brusque, sous l'emprise d'une émotion qui lui étreignit le cœur, contracta les muscles de sa gorge et crispa involontairement ses lèvres lorsqu'elle prononça « lac », car elle était une enfant qui jetait du pain au canard entre son père et sa mère et, en même temps, une femme adulte qui s'approche de ses parents
debout près du lac, tenant sa vie dans ses bras. Et pendant qu'elle s'approche, celle-ci grandit dans ses bras jusqu'à devenir une vie entière, une vie complète, qu'elle dépose à leurs pieds en disant « Voilà ce que j'en ai fait ». Et qu'en avait-elle fait? Quoi, en vérité? Elle qui se retrouvait là, ce matin, assise, à coudre, avec Peter. Elle regarda Peter Walsh. Son regard traversant tout ce temps et toute cette émotion l'atteignit de manière incertaine, se posa sur lui plein de larmes, puis s'envola et repartit. Comme un oiseau se pose sur une branche, s'envole et repart. Laura, si je récapitule, pour avoir un cerveau en bonne santé, il faut faire de la musique, danser, relever de nouveaux challenges. C'est ça. Faut se mettre en danger. Ah non, pas vraiment se mettre en danger, il faut plutôt aller vers les autres. Parce que tout ça, c'est des trucs qu'on fait avec les autres. Bah, ça tombe bien. Ils disent que c'est comme ça qu'on peut s'en sortir en cas de catastrophe. Ouais. En étant ensemble. Ah. Oui, parce que, finalement, les espèces qui ont survécu à travers les siècles, ce sont celles qui ont pensé collectif. Pas les plus forts. Les plus forts ont défendu les plus faibles de leur équipe. Leur jeu collectif. Tiens, c'est marrant, tout se recoupe. La neurologue m'a expliqué que le cerveau fonctionne comme ça aussi. Si une partie s'abîme, les autres prennent le relais et permettent au collectif de continuer. C'est exactement une manière de concevoir la présence des arbres aussi sur la planète. Ils communiquent par leurs racines sous la terre, et s'il y en a un qui meurt, il envoie aux autres ses acides aminés et il les nourrit. Ce qui fait que l'arbre qui est dans la cour, il vient du même arbre que celui qui est au coin de la rue. Parfois, je me sens comme un arbre. Ah oui? Peut-être que tout vient des mêmes cellules. Peut-être qu'on est un fragment du monde, de la même manière que tout ce qui est présent. Bon. Je refuse de me voir des cellules communes avec cet oreiller affreux. Mais non, mais c'est peut-être plutôt avec tout ce qui est organisme, par exemple même un être humain. Bon, mais mettons qu'il ait fait quelque chose qui reste. S'il meurt, il nourrit les autres, il transmet. Même si c'est un livre, par exemple, comme tu dis, Virginia Woolf. Elle est morte. Ces livres, ils restent. Ils transmettent des infos, ils nourrissent. Mais parfois, quand je suis devant un tableau et que je le regarde, je me dis que ce tableau a été touché par le peintre. Ouais. Et que je suis au même endroit que le peintre. Manet, par exemple. Waouh. Mais cet objet fait le lien entre lui et moi à travers les siècles. Et peut-être qu'il reste quelques-uns de ses yeux en suspension et qui sont rentrés dans mon corps. Oh, waouh. C'était pas les phéromones qui voyageaient de l'un à l'autre, à notre insu, non? Qui nous manipulaient? Peut-être que c'est la même chose. Je vais vous donner mon avis. Pour moi, on fait fausse route. Tenez, si vous regardez les mouvements américains survivalistes, chacun construit son bunker en stockant des boîtes de conserve. Mais tous les stocks sont voués à s'épuiser. Et ce n'est pas en enfermant des petites quantités que l'espèce humaine survivra sur le long temps. Non, c'est même le contraire. Si vous regardez l'histoire de l'humanité, si vous regardez vivre les animaux, il s'agit de partager. Dans une forêt, si vous mettez 10 survivalistes, pendant des mois, ils vont s'entretuer, détruire la forêt. Par contre, si vous mettez 10 Amérindiens dans cette même forêt, non seulement la forêt sera plus belle et productive, mais ils auront formé une tribu, constitué une vraie communauté d'humains en lien avec les autres êtres vivants.
Ma mère m'avait dit qu'elle voulait depuis toujours jouer Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Alors moi, j'avais dit d'accord. J'avais essayé de le lire, mais j'avais pas du tout accroché. Puis j'avais mes propres préoccupations. Je voulais monter un spectacle sur ci, sur ça. Et maintenant, je suis comme une conne. Ma mère est dans le coma, elle voulait jouer Mrs. Dalloway, et moi, j'ai pas rendu ça possible alors que ça aurait été simple à faire. Il aurait juste fallu que je sois pas que sur moi. Et maintenant, je lis Mrs. Dalloway et je me dis que si elle sort du coma, on fait la pièce. Et je lis Mrs. Dalloway et je me demande pourquoi elle veut jouer ce texte. Oui, à votre avis, pourquoi veut-elle jouer ce texte? Bah pourtant, il s'y passe quasiment rien. En juin 1919, 6 mois après la fin de la Première Guerre mondiale, Clarissa Dalloway, femme de la bonne société londonienne, prépare une soirée, va chercher des fleurs pour décorer sa maison, croise par hasard un vieil ami. Peter Walsh, son amour d'adolescence, vient lui rendre visite à son retour d'Inde. Son mari est invité à déjeuner sans elle, chez une dame chic. Et sa réception du soir se déroule parfaitement. En parallèle, Septimus, jeune homme qui vient de rentrer de la guerre, ne ressent plus rien depuis qu'il a vu son meilleur ami mourir sur le champ de bataille. Mais il entend des voix, il désespère sa femme et se défenestre. Pendant la réception, Clarissa apprend cette mort par le médecin du jeune homme et elle est choquée par le réel de son acte. Et ça parle aussi des choix de chacun, du courage ou non d'entrer dans la vie. Clarissa a choisi son mari parce qu'il la rassurait, et non son amour de jeunesse parce que leur relation était trop véhémente. Ce qui est étonnant, c'est qu'on est en plein sur le fonctionnement du cerveau. On a les monologues intérieurs, en continu, dans lesquels la réalité fait des ruptures. La réalité est toujours un accident dans cette parole intérieure. Un pneu qui éclate, une sonnette, une porte qui se ferme. On a le traumatisme de l'ancien combattant, la panique de sa jeune femme, l'aigreur de la gouvernante de la fille de Clarissa, mais quasi rien comme action. C'est une étude de la psychologie, mais c'est pas du tout théâtral. Si on enlève les paroles intérieures, on n'a quasi rien. Ou en tout cas, rien à montrer sur une scène. Qu'est-ce qu'elle imaginait comme pièce? Qu'est-ce qu'on aurait vu? Est-ce qu'elle aurait été seule sur scène? Pourquoi elle voulait dire ce texte? Qu'est-ce que ça aurait apporté au livre? Et vous, qu'est-ce que ça vous apporterait de mettre ce texte en scène? La conscience tranquille. Qu'est-ce que j'ai de mieux à faire que de réaliser les vœux de mes proches? Mais vous n'êtes pas une fée. La vie n'est pas un conte de fées. Oui. Mais ça m'apaise. C'est plus simple de s'occuper des autres. Clarissa, elle en parle de ça. Son amour de jeunesse lui renvoie l'image qu'elle n'a jamais rien fait de grand dans sa vie, qu'elle a été que la femme de son mari, une bonne hôtesse de maison. Mais elle est heureuse d'avoir réussi ça. Alors ça la blesse, mais en même temps, elle se rend compte qu'elle est passée à côté de sa vie. Il y a un moment étonnant dans le roman, une page, pas plus, où elle parle de ce qu'elle ressent rien, sauf peut-être pour les femmes. Ce qui renvoie les deux hommes de sa vie dos à dos, en dehors de la sphère dans laquelle elle est vivante. À un autre moment, elle dit que sa maison a la fraîcheur d'un caveau. On est en juin. Il fait très chaud. Mais un caveau quand même.
J'ai l'impression que Mrs. Dalloway parle de ce que vit ma mère maintenant. Entre la vie et la mort, avec un cerveau dont on ne sait pas s'il va se réveiller et si oui, pour vivre quoi? Est-ce qu'il aura des séquelles? Est-ce que tout sera pareil? Écoutez, préparez votre projet de mise en scène si ça vous fait du bien. Vous verrez si ce projet tient. Lorsqu'on est soumis à un choc, soit le cerveau déprime, soit il veut se dépasser et se lance dans de grands projets, mais qui ne sont pas forcément justes. C'est un réflexe, ça le rassure. Mais c'est peut-être pour ça que parfois je me sens un peu comme Hulk. Oui, parce que les personnages de super-héros, ils ont ce réflexe, ce bug du cerveau. Parce qu'ils apparaissent toujours après un drame dans l'histoire. Et pour résoudre ce drame, Laura, tu es sûre que ta mère voulait jouer Mrs. Dalloway et pas plutôt cet autre roman qui s'appelle Les Années, où on suit l'histoire d'une famille par flash à des années d'écart et on découvre comment chacun réalise son destin? elle m'en a jamais parlé. Je crois qu'elle s'est plus projetée sur le monologue intérieur d'une femme de 50 ans à Londres. Ma mère adore Londres. Mrs. Dalloway, c'est aussi une sorte d'autobiographie de Virginia Woolf. Elle est à la fois Clarissa Dalloway et Septimus, l'ancien combattant traumatisé. Tu sais, j'ai toujours imaginé que Virginia Woolf s'était suicidée un matin quelconque en plongeant dans la mer les poches pleines de cailloux. En fait, c'est en 1941 qu'elle l'a fait dans une rivière. 1941, c'est l'année où l'Angleterre est au plus fort de la Seconde Guerre mondiale et qu'elle-même vient de fuir sa maison de Londres bombardée. En fait, c'est la guerre qui l'a fait basculer nerveusement, qui a fait qu'elle recommence à entendre des voix. Et c'est exactement ce qu'elle décrit avec le personnage de Septimus. Je croyais comme toi qu'elle était juste très dépressive. Non. Elle a eu des périodes dépressives, mais elle a eu des périodes où elle allait bien. Quand tu lis ses livres, tu vois qu'elle a beaucoup d'humour, qu'elle a un regard perçant sur la société qui l'entoure. Ça ne peut pas avoir été quelqu'un de complètement déconnecté. Et tu sais, quand je lis Mrs. Dalloway, je ne peux pas m'empêcher de regretter pour Septimus qu'il ait fait la Première Guerre mondiale et pas la guerre du Vietnam. Pourquoi ? Choc, un trauma, le cerveau peut rester bloqué sur la situation. Pour qu'il digère la situation, le cerveau devrait pouvoir mettre des mots dessus ou dormir. Mais parfois, quand le choc est trop grand, alors il bug. Il peut même décrocher de la réalité. C'est ce qu'on appelle le syndrome du stress post-traumatique. C'est ce qui arrive au personnage de Septimus, l'ancien combattant. Alors, pour améliorer l'état des anciens combattants, on leur prescrit des cures ou même des traitements chimiques avec des médicaments.
Parfois, on fait appel à l'hypnose aussi. En parallèle, depuis le début du XXe siècle, avec l'invention de la psychanalyse, en racontant et en analysant leur choc, des patients améliorent leur état, voire même guérissent. Mais les cures psychanalytiques sont trop longues et complexes pour les anciens combattants. Après la guerre du Vietnam, en analysant le mouvement des yeux des dormeurs, des psychiatres américains mettent au point une thérapie par le regard. En faisant bouger les yeux de droite à gauche et réciproquement, on envoie au cerveau le signal du sommeil. Alors il libère la terreur et retraite les informations évoquées. L'état des anciens combattants s'améliore. Et l'état de Septimus se serait certainement amélioré, et celui de Virginia aussi. Surtout que maintenant on sait, pour expliquer son état, qu'elle a perdu sa mère à 12 ans, son père à 22 ans, elle a été abusée par ses 2 demi-frères, et puis la guerre, l'insécurité mondiale. Ma mère, elle la sentait, l'insécurité mondiale. Le réchauffement climatique, la mise en danger des démocraties, la disparition des utopies politiques, l'effondrement des humanismes, l'émergence de la mondialisation et la disparition des populations. Les cadavres dans les mers, les Black Friday, la course au toujours plus, la course à la connerie, la course. Elle s'est endormie. On n'arrive pas à la réveiller. Mais qui veut se réveiller aujourd'hui? Aujourd'hui où on sait qu'on est victime et bourreau, qu'on l'écrit sur notre ordinateur pollueur, obsolescent, programmé par un autre moi-même pour des vacances plus loin, plus belles, où je sais que je vais tout abîmer juste parce que je suis en vie. Je gâche l'eau, la nourriture, la nature juste en restant vivante. Partout, ça nous renvoie que c'est l'espèce humaine le problème. On est globalisé, tout est pareil. Alors elle aussi, elle a mis des cailloux dans ses poches et elle s'est enfoncée dans le sommeil. Toutes les puissances déversaient leurs trésors sur sa tête. Et sa main était posée là, sur le dossier du sofa, comme il avait vu sa main posée lorsqu'il se baignait, qu'il flottait à la surface des vagues et qu'il entendait loin, très loin sur le rivage, les chiens aboyaient. Ne crains plus, dit le cœur enfermé dans la poitrine. Ne crains plus.
Mais alors, comment expliquez-vous que face à la situation de ma mère, j'ai envie de soulever le monde, mais que face au danger écologique, je fasse rien? Alors que dans les deux cas, la vie est en danger, et même le danger écologique me menace plus directement. Ça pourrait ne pas être trop tard. D'abord, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Regardez Greta Thunberg. C'est aussi que le danger écologique est une grande mission. C'est peut-être trop grand pour votre cerveau. Vous ne pouvez pas en faire le tour. Ça plonge plutôt votre cerveau dans la dépression. Il y a beaucoup de dépressions déclenchées par le danger écologique ces dernières années. Bizarrement, c'était l'un des êtres les plus sceptiques qu'il lui ait été donné de connaître. Et en fait, c'est une théorie qu'il avait concoctée pour tenter de la comprendre. Elle qui était par certains côtés si limpide et par d'autres tout à fait énigmatique. Peut-être qu'elle se disait, étant donné que nous sommes une race condamnée, que nous sommes enchaînés à un navire qui fait naufrage, quand elle était jeune, ses lectures favorites étaient Thomas Huxley et John Tyndall, qui aimaient tous deux les métaphores marines. Et que tout ceci est une mauvaise plaisanterie, faisons au moins ce que nous pouvons. Allégeons les maux de nos coprisonniers. Huxley, là encore. Décorons notre cachot avec des fleurs et des coussins pneumatiques. Conduisons-nous le moins mal possible. Ces bandits, les dieux, ne gagneront pas entièrement la partie. Son idée était que les dieux, qui ne perdaient pas une occasion de meurtrir, contrecarrer, cacher les vies humaines, étaient pris à contre-pied si, malgré tout, vous vous conduisiez avec classe. Par la suite, elle était devenue un peu moins affirmative. Elle en était venue à la conclusion que les dieux n'existaient pas. On ne pouvait en vouloir à personne. Et elle avait adopté la religion des athées, consistant à faire le bien pour l'amour du bien. Maya, il faut qu'on y aille. Ok. Attendez, j'ai commencé à voir les rôles que vous allez avoir. C'est toujours ok pour vous? Oui. Ouais, bien sûr. Il faut juste que j'ai pas trop de texte à apprendre. Si je peux, je préférerais danser ou faire de la musique. T'inquiète pas, c'est prévu. Et toi, Maya? Alors, Maya, j'ai pensé à toi pour le rôle du médecin. Super, j'aime bien les blouses blanches. Bon, je sais, les médecins, ils expliquent tout le temps, mais là, ce qui est intéressant, c'est que Virginia en fait le rôle du méchant. C'est lui qui déclenche le suicide de Septimus. En fait, il lui parle comme un débile et à force, Septimus préfère se jeter par la fenêtre plutôt que de partir avec lui. Bon, si c'est que du théâtre, ça va. Hein. Okay. Il faut qu'on y aille. Oui. Tu nous rejoins quand tu veux, si tu veux. Il gisait tout là-haut, sur le dos du monde. La terre vibrait au-dessous de lui. Des fleurs rouges poussaient et traversaient sa peau. Leurs fleurs raides bruissaient près de sa tête. Et ici, là-haut, de la musique commençait à battre contre les rochers. C'est le klaxon d'une voiture dans la rue, marmonna-t-il. Mais ici, là-haut, cela tonnait de rocher en rocher. Cela se divisait, se heurtait en chocs sonores qui s'élevaient en colonnes lisses. Que la musique fût visible, c'était une découverte. Et cela devenait un hymne qui s'enroulait autour du pipeau d'un jeune berger. C'est un vieillard qui joue de son flutio devant le pub, marmonna-t-il. Un hymne qui, lorsque le jeune berger restait immobile, sortait
tout effervescent, de son pipeau. Et lorsque le jeune berger reprenait son ascension, faisait entendre sa plainte exquise, tandis que la circulation passait au-dessous. L'élégie de ce jeune homme s'élève au milieu de la circulation, pensa Septimus. Maintenant, il se retire jusqu'au fond des neiges, et des roses retombent en grappe autour de lui. Les roses rouges touffues qui poussent sur le mur de ma chambre, se rappela-t-il. La musique cessa. Il a gagné 3 sous, conclut-il, et il est allé jusqu'au pub suivant. Mais quant à lui, il restait perché sur son rocher, comme un marin naufragé. Je me suis penché par-dessus le bord du bateau et je suis tombé, pensa-t-il. Je suis allé au fond de la mer. J'étais mort et pourtant maintenant je suis vivant. Mais laissez-moi encore me reposer, supplia-t-il. Voilà qu'il se reparlait à nouveau tout seul. C'était affreux, affreux. Tout comme, avant le réveil, les voix des oiseaux et le bruit des roues résonnent et tintent en une étrange harmonie et deviennent de plus en plus forts jusqu'à ce que le dormeur se sente prêt d'aborder au rivage de la vie. De même se sentit-il approcher du bord de la vie, avec le soleil qui était de plus en plus chaud, les cris de plus en plus forts. Quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Il n'avait qu'à ouvrir les yeux. Mais il y avait comme un poids dessus. Une crainte. Il fit un effort, il poussa, il regarda. Il vit Regent's Park autour de lui. De longues raies de lumière rampaient à ses pieds. Les arbres ondulaient, se dressaient. Nous accueillons, semblait dire le monde. Nous acceptons, nous créons. La beauté, semblait dire le monde. Et comme pour en apporter la preuve, une preuve scientifique, partout où il regardait, que ce soit les maisons, les grilles, les antilopes qui allongeaient le cou au-dessus des palissades, la beauté surgissait instantanément. Regarder une feuille trembler au moindre souffle d'air était une joie exquise. Là-haut, dans le ciel, des hirondelles fonçaient, tournoyaient, filaient vers l'horizon. Laura, tu parles à qui? À personne, je lis Mrs. Dalloway. Sylvain, tu veux un thé? Oui. Mais pourquoi se sentait-elle soudain, sans la moindre raison apparente, atrocement malheureuse? Comme quelqu'un qui aurait laissé tomber une perle ou un diamant dans l'herbe, et qui, très soigneusement, écarterait les brins dans un sens puis dans l'autre, et chercherait ici et là en vain, puis qui finirait par l'apercevoir là près des racines, elle passa au crible les causes possibles. C'était une vague impression, une impression désagréable, qui remontait à ce matin peut-être. Quelque chose qu'aurait dit Peter, se combinant avec un petit accès de spleen dans sa chambre dont elle avait enlevé son chapeau. Qu'est-ce que Richard aurait pu dire qui était venu s'ajouter à cela? Qu'est-ce qu'il avait bien pu dire? Il avait eu ses roses, ses soirées. Oui, c'était cela, ses soirées.
Tous les deux l'avaient critiquée avec mauvaise foi, s'étaient moqués d'elle de façon très injuste à cause de ses soirées. C'était cela, c'était bien cela. Bon. Et comment allait-elle se défendre? Maintenant qu'elle avait trouvé de quoi il s'agissait, elle se sentait parfaitement heureuse. Il croyait, ou en tout cas Peter, qu'elle prenait plaisir à se mettre en avant, qu'elle aimait être entourée de gens célèbres, de grands noms. Bref, qu'elle était snob, tout simplement. Enfin, Peter pensait sans doute cela. Richard, lui, trouvait seulement que ça n'était pas raisonnable de sa part d'aimer l'excitation alors qu'elle savait que c'était mauvais pour son cœur. Il trouvait ça puéril. Eh bien, ils avaient tort tous les deux. Ce qu'elle aimait, c'était tout simplement la vie. C'est pour cela que je l'ai fait, dit-elle en parlant tout haut, à la vie. Mais imaginons que Peter lui dise quelque chose du genre « Oui, bon, mais vos soirées, à quoi est-ce que ça rime, vos soirées ?» Tout ce qu'elle pourrait répondre, ce serait « Et qui allait comprendre cela ?» C'est une offrande. Réponse qui paraîtrait affreusement vague. Est-ce que c'est moi qui agis? Est-ce que c'est mon cerveau? Est-ce que c'est la même chose? J'ai faim. Alors je suis négative. Je suis agacée. Si j'ai trop mangé, je pense pas pareil. Et si on est ensemble, dans la même situation, mon cerveau pensera pas la même chose que le vôtre, parce que ça va dépendre de ce que j'ai vécu, de ce que vous avez vécu. Est-ce que la réalité existe, alors? Est-ce que tout n'est que récit? Comment j'en sors? Virginia Woolf parle de la fin des hommes en 1927. On en parle aujourd'hui, on y croit toujours. Est-ce que ça va finir par arriver? Qu'est-ce que nous dit le monde? Les feuilles me parlent-elles comme à Septimus? Tout n'est qu'une question de point de vue, tout le monde a raison. Et personne non plus. Est-ce que je suis fragile parce que ma mère malade? Ça réactive de vieilles terreurs. Et est-ce que ce sont les miennes ou celles de toute l'espèce humaine? Qui pourra répondre à tout ça? Et quand? J'ai l'impression de parler avec le livre de Virginia Woolf. Non, plutôt, j'ai l'impression que le livre de Virginia Woolf parle par ma bouche. Et qui parle quand je parle? Les infos, mes amis, ma famille, les livres que j'ai lus, tout ça à la fois, qui parle quand nous parlons? J'ai des voix dans ma tête, comme ce bon vieux Septimus. Vieux, il va se tuer. Il va s'embrocher sur une grille en sautant par la fenêtre. Oh, je tourne par rond. Ça me tape sur le mental, ce stress de ma mère dans le coma. C'est quoi ce toujours plus qui me pousse? Est-ce qui me pousse vers l'avant ou me pousse au bord de la fenêtre et me fait tomber sur la grille? C'est quoi ce toujours plus qui me fait acheter, consommer, produire? C'est qui le provoque? Les autres? Leur jugement sur moi? Le groupe ou bien moi? Si j'étais seule, est-ce que je ferais tout pareil? Et la grille? C'est la fin du monde? C'est le danger écologique?
Et je fais quoi? Je monte le chauffage et je travaille à mon prochain spectacle. L'autruche, c'est moi. Le sable dans lequel j'enfouis ma tête, c'est ma vie. Et je peux pas m'empêcher de passer des nuits sur Internet à regarder des vidéos qui m'annoncent le pire avenir, mais je reste l'autruche que je suis. On pourra pas dire qu'on savait pas. Et qu'on savait pas quoi. Tout. Rien. En nous déplaçant en 3 dimensions sur de la musique, nous faisons travailler toutes les zones de notre cerveau. Le cerveau du danseur est très proche de celui de notre enfance. Avec l'âge et les pratiques professionnelles, les zones du cerveau que nous utilisons se développent et les autres s'atrophient. Ce qui fait qu'on pourrait presque, en regardant le scanner d'un cerveau, en déduire la pratique professionnelle du patient. C'est pourquoi la pratique de la danse est suggérée pour accompagner la période dite senior. Mais même regarder de la danse fait du bien au cerveau. Ça active vos neurones miroirs à 20%, comparativement à l'activité du cerveau de Laura réellement en train de danser. C'est-à-dire que vous qui regardez Laura danser, votre cerveau s'active de la même manière que le sien, mais à 20%. Donc c'est-à-dire que quand vous regardez l'activité du cerveau de Laura, là-bas, et bien en fait vous regardez l'activité de votre cerveau. Ciel, ça allait être un fiasco complet. Clarissa en avait l'intime conviction, cependant que ce cher vieux Lord Lexham était là à excuser sa femme qui avait pris froid à la garden party de Buckingham Palace. Du coin de l'œil, elle apercevait Peter là, sur le côté, qui la jugeait. Après tout, pourquoi faisait-elle tout ça? Pourquoi vouloir monter au pinacle, se tenir bravement sous une pluie de feu? Eh bien, qu'il la consume, ce feu, qu'il la réduise en cendres. Tout valait mieux. Mieux valait brandir sa torche et la jeter à terre que de se racornir et de se ratatiner comme sa cousine. C'était fou que Peter puisse la mettre dans tous ses états, rien qu'à venir se planter là, dans un coin de la pièce. Il l'obligeait à se voir telle qu'elle était, en faisant trop. C'était idiot. Mais enfin, pourquoi venait-il si ce n'était que pour critiquer? Pourquoi toujours prendre sans jamais rien donner? Pourquoi ne jamais se risquer à exposer son petit point de vue? Allez, le voilà qui repartait. Et pourtant, il fallait qu'elle lui parle. Mais elle n'en aurait pas l'occasion. C'était ça, la vie. Des humiliations, des renoncements. Tu ne t'arrêtes plus? J'essaie de voir si je sens mon cerveau travailler quand je danse. Ah bah moi, je sais que je sens mon cerveau travailler quand j'essaye de retenir une succession de mouvements. J'ai pas du tout cette mémoire facilement, alors que si tu me racontes un truc de ta vie, je le retiens instantanément. Là, c'est pas les mêmes zones du cerveau qui travaillent. Vas-y, on essaie un truc. Si je te raconte quelque chose de ma vie, en même temps que le mouvement, est-ce que ça change quelque chose pour toi? Pas sûr. Non, je suis sûre que ça fonctionne. Regarde.
Petite, j'allais à la campagne, j'ouvrais les fenêtres de ma chambre et j'avais l'impression de plonger dans l'air frais. Mais quand je pense à ça, je pense aussi à Peter, qui était cassant et qui a arrêté la magie du moment. À toi. C'est qui, Peter? La bouffée de plaisir, le plongeon. C'est l'impression que cela avait toujours fait lorsque, avec un petit grincement des gonds, qu'elle entendait encore, elle ouvrait d'un coup les portes-fenêtres à Bourton et plongeait dans l'air du dehors. Que l'air était frais, qu'il était calme. Plus immobile qu'aujourd'hui, bien sûr, en début de matinée. Comme une vague qui claque, comme le baiser d'une vague, vif, piquant, mais en même temps, pour la jeune fille de 18 ans qu'elle était alors, solennel. Pour elle qui avait le sentiment, debout devant la porte-fenêtre grande ouverte, que quelque chose de terrible était sur le point de survenir. Elle qui regardait les fleurs, les arbres avec la fumée qui s'en dégageait en spirale, et les corneilles qui s'élevaient, qui retombaient, restant là, à regarder, jusqu'au moment où Peter Walsh avait dit « Songeuse au milieu des légumes ?» Était-ce bien cela, ou n'était-ce pas plutôt « Je préfère les humains aux choux-fleurs ?» Il avait dû dire cela un matin au petit déjeuner, alors qu'elle était sortie sur la terrasse. Peter Walsh. Elle allait rentrer des Indes, un jour ou l'autre, en juin ou en juillet. Elle ne savait plus exactement, car ses lettres étaient d'un ennuyeux. C'est ce qu'il disait qu'on retenait. Ses yeux, son couteau de poche, son sourire, son air bougon. Et puis, alors que des milliers de choses avaient disparu à jamais, c'est tellement bizarre. Une phrase comme celle-ci, à propos de choux.
Donc déjà, merci à vous d'être venus. Merci beaucoup au Théâtre Joliette de nous avoir permis de travailler, de vous accueillir. Et puis je voulais vous dire qu'en fait le spectacle il a été pensé avant toute notre période bizarre. Et en fait normalement la deuxième partie de la soirée c'est que le public vient danser avec nous sur scène. Donc là on a tenté quelque chose pour vous donner la sensation que la danse envahissait les gradins. Je remercie les personnes que j'ai vu danser là-bas. Et voilà, en tout cas c'est pour vous dire que quand la vie sera redevenue normale, eh bien, on devrait tous danser ensuite à la fin avec un DJ set. Voilà. Merci beaucoup.